tu te faisais piquer. C'était constamment. Si tu bougeais le bras, tu te faisais piquer sur l'autre. Si tu donnais un coup sur ta jambe, tu te faisais piquer sur ton bras. Mentalement, c'était vraiment difficile. On prenait des pauses dans l'eau. Si tu veux, on attendait juste sur le bord de l'eau, prenait une pause des moustiques. Ça faisait du bien pour le corps. Ça faisait du bien pour la chaleur aussi. Même si c'était pas une bonne idée parce qu'en sortant de l'eau, on faisait comme une loupe, si tu veux, sur notre corps déjà brûlé. On n'avait pas de crème solaire, il faisait chaud. Il faisait peut-être au moins 30 degrés facilement. Au gros soleil, il n'y avait pas de nuages, c'était un gros ciel bleu. Si on reste plusieurs heures au soleil, le soleil chauffe, surchauffe la peau, mais aussi fait évaporer les liquides internes. Et s'il n'y a pas un apport de liquide de l'autre côté, mais on se rend dans un déséquilibre où il peut y avoir deux choses, une déshydratation, puis aussi un coup de chaleur. C'est quand les températures corporelles s'élèvent au-dessus de 38,5 degrés Celsius, 38,9. Elles peuvent aussi monter autour de 41 degrés Celsius. Alors, c'est comme faire de la fièvre, mais sans être malade. C'est comme être dans un four, finalement. C'est presque cuire. Le 2 à 3 litres d'eau qu'on doit boire tous les jours ici, peut-être à Montréal, pourrait être augmenté à 3 et 4 litres dans un pays chaud où il y a des pertes, par exemple, comme l'évaporation. On avait bu seulement en plus un petit verre de rhum et une bière le matin, donc on n'avait pas mangé beaucoup de choses. On commençait à explorer les arbres, savoir qu'est-ce qui était accessible, qu'est-ce qui ne l'était pas. Monté sur les épaules de Philippe, Carl fait tomber les noix de coco. La première chose que je lui ai dit, il dit « Échappe-moi la pousse à la tête ». La première chose qu'il a faite, c'est qu'il me l'a échappé sur la tête. Ouvrir une noix de coco, ça aussi, c'est difficile. Avec des roches volcaniques, ça peut aider, par exemple. Alors, elles sont très pointues. Tu prends ta noix, puis tu la frottes assez violemment sur les roches pour pouvoir l'ouvrir un peu. Puis là, il faut que tu fasses attention pour que le jus coule. De peine et de misère, peut-être après 15-20 minutes, on a réussi à en ouvrir une. On a réussi à partager un peu de lait de coco, mais pas plus qu'il faut parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. On retrouve dans la noix de coco à peu près 500 ml de jus et le liquide ressemble beaucoup au plasma humain. C'est très similaire. Alors, c'est un liquide isotonique. C'est quelque chose qui était utilisé dans les guerres en milieux tropicaux pour réhydrater les blessés au lieu de leur donner des solutés en poche ou des transfusions sanguines. Le jus de coco et l'eau de coco, il ne faut pas la confondre avec le lait de coco. Le lait de coco, c'est fait à partir de la chair mûre de la noix de coco. Il y avait aussi des bouts un peu marécageux quand on marchait dans l'eau. C'était vraiment un fond très vaseux. Fait que les pieds nous collaient. Là, on mettait les pieds, le pied restait collé. Ça décollait par succion. C'est pas du sable mouvant, mais quand tu mets la sandale, tu restes pris là-dedans. Et tu te demandes si tu vas pouvoir remettre le pied à l'autre place sans tomber dans l'eau. Piotr joue de malchance. Il brise la courroie de ses sandales, ce qui l'oblige à marcher pieds nus. L'homme de 54 ans doit réduire la cadence de façon considérable. Marcher nu-pied sur des coraux, c'est vraiment pas l'idéal. Fait qu'on marchait encore plus lentement, il faisait attention encore plus à ses pieds pour pas se blesser. Marcher sur une roche, ça peut couper la peau. Sur la roche, il y a des organismes marins qui s'y logent. Dans la peau, on peut infiltrer tous les petits organismes coralliens, le sable. Donc, une plaie dans laquelle on retrouve un corps étranger a tendance à s'infecter davantage et prendre beaucoup plus de temps pour guérir. On était quand même un peu chanceux parce qu'il y avait des sandales qui traînaient. On a réussi à trouver des sandales dépareillées qui étaient quand même la grandeur de son pied. Ça peut paraître un peu curieux de voir autant de sandales sur le bord. Mais c'est très logique. Là. Il y a eu Mitch qui a passé par ici. Mitch était un ouragan en 98, très puissant. Ensuite de ça, tu as les vents dominants qui viennent de l'est, puis tous les bateaux qui passent, et puis la côte aussi de Roatan. Aussitôt qu'une sandale qui est à l'eau, elle se ramasse ici sur le bord de la côte, du côté nord. Du côté sud, on ne voit pas ça. Mais du côté nord, oui, on en voit plein. D'ailleurs, là, si on peut regarder à l'arrière, là, plein de plastique. Les contenants de plastique, c'est une vraie calamité. Quand on a vu le soleil qui commençait à tomber, on s'est dit il va falloir peut-être accélérer. Fait que là, on a continué à marcher. On a essayé d'augmenter un peu le rythme.
Découragés, Carl, Philippe, Damien et Piotr réalisent à quel point l'aventure dans laquelle ils se sont embarqués est risquée. Il y avait gros du silence. Je crois que les gens ont un sentiment d'un petit peu de désespoir. Piotr, il a commencé à avoir plus froid que les autres. Il grelottait, puis on le voyait très bien. Mais lui, il s'en plaignait pas. Jamais personne qui se plaint de rien. Mais on le voyait tous, que lui, il se sentait moins bien que les autres. Je me sentais très mal pour lui, parce que ce qui y arrivait, c'était de notre faute, c'est ça, un peu. Avec la tombée de la nuit, le moral de la troupe est au plus bas. Piotr et Damien refusent de continuer à marcher et décident de rester sur place et d'attendre le jour. On avait l'option de rester là, attendre toute la nuit puis repartir le lendemain. Mais on avait des moustiques qui nous mangeaient tout le temps. On avait l'autre option de se cacher dans l'eau. Sauf que Damien puis Carl, ils avaient vu des ailerons. Fait que ça, on se disait probablement ça peut être des dauphins, mais ça peut être aussi des requins. Parce qu'on est dans les Caraïbes. C'est comme là, être dans l'eau, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'il y a de plus sécuritaire. J'ai dit, moi, je vais y aller. Je me sentais bien. J'avais encore la forme. Je voulais qu'il y ait du secours le plus vite possible, si tu veux. Puis Phil a décidé de m'accompagner. La seule façon d'aider la personne qui était un peu en détresse, c'est d'aller chercher de l'aide. Si on est deux, je dirais qu'on laisse les deux. Puis si on est trois, on laisse les trois, mais dès qu'on est rendu à 4, là, on peut séparer. Nous, on peut commencer à faire des groupes, mais c'est sûr que les règles, il faut qu'ils soient claires. Tu restes ici, tu bouges pas, nous autres, on se déplace. On lui dit de garder espoir puis qu'on allait revenir avec de l'aide le plus tôt qu'on pouvait. Puis que c'est certain qu'on allait revenir. Carl et Philippe croient pouvoir trouver assez rapidement quelqu'un qui les ramènera à East Harbour. Mais l'île est beaucoup plus grande qu'il n'y paraît. Et personne ne vit dans les régions sauvages. Après plusieurs heures de marche, la fatigue commence à se faire sentir. Les 4 compagnons décident de se séparer, sans réaliser toutefois les risques qu'ils courent. Je gardais espoir que ce serait dans pas long. Je me suis dit, c'est déjà rendu la nuit. C'est impossible qu'on marche encore pour des heures et des heures. Dans ma tête, c'était vraiment une petite île. La meilleure qu'on la voyait sur le ferry en s'en venant, ça avait l'air tout petit. Nos pas étaient plus pressés. On se donnait un petit peu plus. Même sur les coraux, peut-être qu'on était un peu moins prudent, si tu veux, parce qu'on voulait avancer plus vite. J'avais des ampoules jusqu'au sang dessus les 2 chevilles déjà là. C'était assez douloureux, mais je dirais que là, l'adrénaline, c'est la drogue la plus puissante qui existe. Il faisait très noir. C'était nuageux partiellement. Marcher sur les coraux, c'était quand même assez dangereux. Puis dans le noir, bien, tu vois pas où est-ce que tu marches. Tu peux facilement te tordre une cheville. Il y avait un gros lagon en avant de nous autres. Il était vraiment beaucoup plus gros que les autres. On s'est dit, celui-là, on ne traversera pas en nage parce qu'on le finira pas. Fait qu'on a décidé de le longer, plus ou moins assez dans l'eau. Ça doit nous avoir pris à peu près 2 heures, 2 heures et demie, certainement, là, passer au travers de ce lagon-là. On a commencé à être plus fatigué. On avait commencé aussi à voir des méduses dans l'eau. Ça, c'était comme fluorescent. Les méduses nous attaquaient tout le temps avec des petits filaments. Ça brûlait les jambes. Il y a plusieurs milliards de méduses, je pense, là, sur la planète. Et elles sont là depuis avant les dinosaures. Une méduse, c'est fait d'un ombrelle, d'un manibrium. C'est comme une espèce de corps. Et toutes les tentacules qui sont autour de l'ombrelle ont des cellules urticantes. Et quand ce sont les cellules qui se collent sur la peau, ça chauffe. C'est des brûlures qu'on ressent. Ça peut être des brûlures légères, mais ça peut être des brûlures très graves aussi. En Australie, l'Ikurangi, le box jellyfish, sont des méduses qui, après s'être frôlées sur la peau d'un humain, peuvent causer la mort en 3 minutes.
Au Honduras, il y a une sorte de méduse qui se reproduit en ce moment sans cesse. C'est une petite méduse de 4-5 mm de diamètre. Elle se reproduit de façon incessante. Donc, la quantité de méduses fait en sorte que ça peut être dangereux. Quand il y en a juste une, c'est déjà pas si pire, mais quand le corps en est couvert, ça peut être très inconfortable. On a marché encore pendant un bon moment, au travers encore des coraux avec les méduses, notre nouvelle ennemie dans l'eau. Il y avait aussi des crabes qui commençaient à sortir sur le bord des plages. Le moral commençait à être vraiment bas. Je suis quelqu'un qui a toujours de l'espoir, sans relâche, puis beaucoup de détermination. Mais là, j'ai atteint ce qu'on appelle le mur. C'est comme ça que je l'appelle. C'est l'étape mentale où ce que tu dis... je suis plus capable, je suis au bout du rouleau, là, regarde, je suis à bout. Il y a Carl qui était à mes côtés, il dit « Non, Phil, là, il dit, énerve-toi pas, là, ça va bien aller, là, c'est correct, là, on est ensemble, on fait ça, on va le réussir. Je le ferai pas avec un autre, mais avec toi, on est capable de passer au travers. » Pour se redonner un peu de courage, Philippe décide de se tourner vers une figure importante de sa vie, sa mère. J'ai perdu ma mère en 2002. Puis, ce moment-là, c'est en elle que je crois. Ce que j'ai dit, c'est « Maman, j'ai besoin d'aide. » Je suis vraiment au bout. J'ai besoin de ton aide. Je sais pas si c'est ça, mais j'aime ça y croire. Mais en dedans de 5 minutes, on a trouvé un palmier qui était à notre hauteur. Là, je pouvais quasiment décrocher les noix de coco à même en levant le bras. C'était vraiment une révélation pour moi. Là. Le stress a vraiment tombé. Là. Mon état psychologique là, a complètement changé. J'ai changé d'humeur. Carl monte à nouveau sur les épaules de Philippe et tente d'attraper quelques noix de coco. Malheureusement, il perd pied. Et c'est la chute. J'avais pas de force pour le retenir. Fait que les deux, on est partis par en arrière. Lui, il est tombé d'un pomme, il a vu des étoiles. Quand il a repris conscience, puis là, lui a atteint son propre mur. Là, il était à bout, il était complètement dépassé par les événements. Ça a été un moment de panique, d'avoir perdu connaissance comme ça, d'être tellement épuisé, d'être tellement au bout du rouleau, si tu veux. Malgré la malchance et les difficultés, Carl et Philippe refusent de baisser les bras et restent déterminés à trouver de l'aide. Juste à côté de ça, on avait comme une petite baie, là, on avait de l'eau près jusqu'à la poitrine, on a pu se cacher des moustiques un petit instant. À un moment donné, on est arrivé à un lagon un peu plus gros, puis on s'est dit on va le traverser à la nage. On est parti à la nage, c'était comme un mode vraiment chacun pour soi, là, parce qu'on était en train de nager. J'alternais un petit peu entre le crawl et le dos. On s'est rendu compte assez vite qu'on n'avait plus la force de continuer à nager. Puis on s'est mis sur le dos, puis on s'est laissé aller, si tu veux, juste pour se reposer. Puis là, ça a été un moment de silence, on se parlait plus. Quand on traversait notre lagon, dans le fond, on n'a jamais vraiment pensé à ce qui entourait les dangers, si tu veux. J'ai vu des ailerons bouger dans l'eau comme si deux poissons s'attaquaient ou se battaient. J'ai pensé requin tout de suite parce que c'est ce qui est le plus dangereux. Tout le monde sait très bien que les requins se nourrissent à la tombée du soleil. Ça a été un petit moment de panique pour moi lorsque je me suis rendu compte que Philippe n'était plus à côté de moi, dans l'eau. Seul dans l'obscurité, Carl Montminy s'inquiète de ne plus voir son ami. Il imagine le pire. Carl Montminy et Philippe Millette sont toujours à la recherche de secours. Alors qu'ils traversent un grand lagon à la nage, Carl perd de vue son ami. Il s'inquiète. Ça a été un petit moment de panique parce qu'il aurait pu être noyé ou il aurait pu être plus capable de nager. À un moment donné, peut-être rendu à moitié, je me suis
Quand on relevait la tête, j'ai fait comme « Carl, t'es où? »